Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de décryptage. Nouvelle émission de décryptage dont l'idée cette fois-ci est due à Tiffaine Ducharme. Vous la connaissez, Tiffaine, qui se trimballe une poubelle sur le dos et qui nous raconte des histoires de déchets. Et d'ailleurs, vous vous en doutez, ce soir on va aussi parler de déchets. Et moi je sais que Tiffaine m'a appris des trucs. Elle m'a appris notamment en fait une sorte de raisonnement que je connaissais déjà pour autre chose, mais qui est applicable à la question des déchets, à savoir que si on veut moins de déchets, autant pas les produire du tout. Voilà. Et c'est un peu la même chose que pour l'énergie. Une énergie économisée, c'est une énergie qu'on ne consomme pas. C'est un petit peu la même idée finalement. Et donc ce soir, on parle de déchets parce que on a une occasion pour en parler, c'est ce qui s'appelle la Semaine européenne de réduction des déchets, qui débute le 17, donc demain, et qui va durer, je crois que c'est jusqu'au 25. Bon, c'est une semaine, quoi. Une semaine pour la réduction des déchets, c'est quand même pas beaucoup. Mais peut-être que c'est l'occasion justement d'en parler et donc de sensibiliser, de faire comprendre plein de choses au sujet de cette question qui est extrêmement envahissante et qui finit par nous asphyxier totalement, et c'est de ça qu'on va parler. C'est aussi de parler de tout ce qu'on a déjà dit finalement pendant la campagne de 2017, puisque c'était un des éléments, un des livrets programmatiques attachés à l'avenir en commun, qui avait déjà fait sien pas mal des découvertes et des recherches, mais aussi des solutions que proposent en particulier des associations, des ONG comme Zero Waste ou des associations comme ça qui ont fait leur cheval de bataille de la question de la réduction des déchets. Mais on voit bien que la question de la réduction des déchets, c'est aussi une question pas du tout de spécialistes en fait. Ça concerne absolument tout le monde et ça pose au bout du compte des questions économiques, des questions politiques, donc des questions démocratiques. C'est-à-dire, voilà, nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on est censé subir ça comme des pauvres consommateurs que nous sommes? Eh bien, justement, on va voir ça, on va décortiquer cette question avec les invités qui sont là. Vous avez peut-être vu, hein, il y a pas que Tiffaine et pas que moi. Il y a effectivement donc Tiffaine Ducharme, je fais les présentations, qui est co-animatrice du livret programmatique sur les déchets de la France Insoumise, mais qui fait aussi plein d'autres choses. Vous avez sûrement vu, donc je vous l'avais dit, elle se balade avec une poubelle sur le dos, mais elle gesticule en plus. Donc c'est une gesticulante, un clown, hein, qui transmet comme ça plein de choses extrêmement intelligentes et utiles à savoir sur la question des déchets, notamment au travers d'une conférence maintenant bien connue, une conférence gesticulée des déchets et des hommes. Également, à ma gauche et à ta droite, Olivier Balzer, qui est trésorier de la CGT des douanes, oui, et qui travaille... Donc c'est un douanier. Oui, je suis douanier. Un douanier, voilà. Mais vous allez comprendre très vite pourquoi c'est hyper intéressant qu'il soit là, parce que justement la question, pour le coup là, des frontières, et donc à contrario de la circulation, donc du passage des frontières, est tout à fait intéressante et stratégique pour comprendre l'enjeu que soulève la présence et l'augmentation exponentielle des déchets dans notre monde. Également, à ma droite, cette fois-ci, Jérémy Cavé, qui est chercheur, économiste. Non, plutôt tu te dirais quoi? Politiste. Plutôt donc spécialiste de questions politiques et de questions de la ville, hein, ouais. C'est-à-dire comment on vit avec les déchets, écologie urbaine, etc. D'accord. Et tu es l'auteur donc d'un travail de recherche qui est d'abord une thèse, mais qui a donné lieu à l'écriture d'un ouvrage dont on a... Ah, je vais le montrer, je vais même le montrer, et parce qu'en plus j'adore le jeu de mots. Regardez ça. La ruée vers l'ordure. C'est pas génial ça. Donc l'or. Et donc c'est un ouvrage scientifique mais qui est tout à fait accessible, dont je vous recommande la lecture parce que on va en parler ce soir de certains aspects que tu abordes dans cet ouvrage. Mais il décrit un phénomène un peu contre-intuitif qui est des conflits d'appropriation autour des déchets dans un certain nombre de villes du monde.
Parce qu'on se rend compte que c'est une richesse, en fait. Voilà, qu'il y a tout le retournement d'ordures à ressources qui déclenche un certain nombre de stratégies et de comportements, notamment mercantiles ou industriels, autour de ce gisement de déchets. Bon, eh ben, merci beaucoup d'être là. On va poursuivre. Et notre dernière invitée, qui est maintenant une fidèle de l'émission et qui est nécessaire pour cette émission, vous connaissez le schéma de décryptage, nous invitons systématiquement un ou une députée de la France Insoumise pour faire le lien entre ce que nous réfléchissons à l'échelle des citoyens, du corps électoral, et ce qui est ensuite représenté à l'Assemblée nationale en particulier, dans le cadre du groupe de la France Insoumise, donc Mathilde Panot, qui est ici ce soir et qui a en plus la spécialité qui va bien, c'est qu'elle est membre de la commission environnement de l'Assemblée nationale. C'est ça. Bonsoir Mathilde. On n'en dit pas plus pour le moment. Non, c'est très bien. Ok. Non, et quand même, sur une circonscription quand même où il y a le plus gros projet de reconstruction d'incinérateurs qui donne lieu à quand même une opposition citoyenne extrêmement forte et dont je pense qu'il sera aussi important de parler lors de cette émission. Ce soir, bien sûr. Donc, Tiffaine, oui, tu m'as dit qu'on allait parler de déchets et la question est de savoir quelle est la vie du déchet, c'est-à-dire avant d'être un déchet, les choses sont quoi? Avant d'être un déchet, les choses sont des objets qui nous entourent, des objets qui sont produits. En fait, ça a été le point de départ. Ma conférence gesticulée, ça démarre comme ça, quoi. Je suis enceinte et on me dit mais il va falloir que tu t'équipes. Et donc première nouvelle, quand on attend un bébé, il faut s'équiper. Et donc je visite un vide-grenier et je cherche des gens qui ont eu des enfants qui vont me dire qu'est-ce qu'il faut pour accueillir son enfant. Et là, en fait, à partir de... Je dévoile pas quand même la conférence gesticulée, ce serait dommage. Mais en fait, c'est une aventure qui commence avec les objets qui nous entourent, où je me rends compte que selon les époques, selon les endroits où on se trouve, selon les... Voilà, on n'est pas entouré des mêmes objets et on n'a pas le même rapport aux objets. En fait, il y a des objets qui nous sont chers. C'est vraiment, on a un rapport très affectif à tout ce qui nous entoure, qui compte beaucoup et en fait sur lequel comptent beaucoup aussi les industriels pour qu'on puisse acheter des choses. Pour son enfant, on veut tout, le mieux, le plus, voilà, jusqu'au plafond, on achète des trucs, voilà, et on s'équipe. Et alors. Ça a été le point de départ qui a commencé à me faire réfléchir sur ce qui va devenir ensuite des déchets, parce que effectivement, en fait, les gens dans le vide-grenier, ils cherchaient tous à se débarrasser de ces objets qu'ils avaient acquis auparavant. Et puis voilà, j'ai commencé à jouer ma conférence gesticulée et puis un jour, en fait, j'étais comme ça chez ma belle-mère et je tombe, elle était abonnée à Télérama. Et quand on est abonné à Télérama, on reçoit chaque mois les objets du mois, le catalogue. Et ça marche comme ça, en fait, on l'ouvre et on se dit, ah tiens, et en fait, c'est rempli de trucs. Montre-le, le catalogue, là. Les cadeaux, voilà. Les cadeaux. C'est là que c'est rempli de trucs qu'on n'aurait jamais imaginé que ça pouvait exister. Mais il y a des gens qui ont pensé pour nous à ces objets, parce qu'on s'était pas dit qu'on avait besoin comme ça, par exemple... je sais pas combien vous avez de montres, par exemple, si vous en possédez 1, 2, 3, je sais pas. Là, apparemment, on peut s'en acheter plein, sur cette... page, on peut en avoir plein. Et même, du coup, c'est utile d'en avoir plein parce qu'en fait, ça tombe bien, il y a le coffret pour ranger 15 montres. Après, bien vu. Et c'est bien, c'est pratique. Mais c'est très utile. Mais tout à fait. On se rend pas compte. On se rend pas compte. Bah oui. Alors voilà, on continue, mais voilà, c'est ça. Mais en fait, on se rend pas compte. Il y a des gens qui pensent pour nous, mais heureusement qu'ils sont là parce que sinon, jamais j'aurais imaginé qu'une pince à épiler lumineuse munie d'une mini LED blanche puisse m'être aussi indispensable et vitale. Quelle bonne idée de cadeau. Mais comment ai-je pu vivre sans? Enfin voilà, c'est ça. Et l'apothéose, c'est la douche LED 3 couleurs.
qui vous permet donc la température. Si la température est inférieure à 25 degrés, la douche est bleue. Voilà. Si la température, si c'est froid en fait. C'est le code couleur. Voilà. Si tu t'étais pas aperçu que c'était froid. Voilà. Et bon, bref, ça passe comme ça de bleu à vert puis à rouge. Et c'est merveilleux parce que si la température dépasse 46 degrés, alors la lumière rouge clignote. Et là, en fait. T'es donc brûlé au second degré, mais ça, heureusement que ça clignote, sinon tu t'en serais pas aperçu. Voilà. Et donc en fait, dans la conférence gesticulée, il y a ce moment un peu jubilatoire où tout le monde peut confesser. Voilà, les gens peuvent participer. Un rétracteur de la conf, c'est de la. Ils se lèvent comme ça et ils expliquent qu'ils possèdent un toc œuf qui leur permet de couper leur œuf bien. Voilà. Et c'est souvent des cadeaux qu'ils ont reçus. C'est rarement des. Bon, ça peut être des achats impulsifs. Ça arrive aussi. Mais en fait, on est rempli. Notre vie est remplie de ces trucs. Ce que tu veux dire, c'est que ça arrive à tout le monde d'avoir trop d'objets et plein d'objets inutiles. Hélas. Et donc, c'est quelque chose en fait qu'on partage absolument voilà. tous. Et alors, il y a aussi ce moment où, en fait, les gens ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va dire, oui, mais moi, la brosse à dents électrique, je trouve ça vraiment très utile parce qu'avant, j'avais vraiment des tas de problèmes de santé, de caries, etc. Et que maintenant, grâce à la brosse à dents électrique, je n'ai plus. Voilà. Et un jour, il y a quelqu'un qui était handicapé en fauteuil qui a dit, oui, mais moi, avec la brosse à dents électrique, je suis autonome. Et là, je me suis aperçue qu'en fait, on pouvait rire avec les objets inutiles, avec la pince à épiler lumineuse, et en fait, qu'il y avait aussi des débats, voilà, que c'était plus compliqué que ça, que selon notre situation sociale, on était aussi pas dans la même pas dans la même dépendance, à l'égard des objets, et que en fait et puis petit à petit on déroule la bobine quoi, et on s'aperçoit que ces trucs-là, on n'a pas demandé à ce qu'ils soient produits, on nous a pas demandé notre avis. Par contre, c'est avec nos impôts qui vont être gérés quand ils vont devenir des déchets. Et que les déchets, c'est la première dépense environnementale. Hein, c'est avant l'eau, c'est les déchets, quoi. C'est ça qui nous coûte le plus cher. C'est-à-dire que la prise en charge des déchets par les collectivités publiques coûte énormément, c'est ça ? Coûte énormément. Quand Mathilde va raconter l'incinérateur, vous allez voir tout de suite les sommes que c'est de construire un incinérateur. De gérer une décharge, etc. C'est des sommes gigantesques et ça nous coûte plus cher que de gérer l'eau potable. D'accord. Et donc, ce coût-là ou cette valorisation, enfin, tu vois, c'est aussi l'envers de cette question, c'est que ça coûte à des gens, mais en fait, ça rapporte à d'autres. Et donc, la question, c'est ça. En quoi est-ce que les déchets deviennent un bien valorisé, une valeur économique? Peut-être que Jérémy, tu as un avis sur la question. C'est-à-dire qu'à partir de quand est-ce que le déchet devient une richesse, à proprement parler? Et pour qui? Ouais, effectivement, enfin, cette dualité de l'objet déchet, elle est constitutive de toute la dynamique autour de cette question publique. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de déchet en soi. C'est vraiment, voilà, moi j'ai ce stylo, du jour au lendemain, il me plaît plus, j'en ai acheté un autre qui est plus fluorescent, je sais pas quoi. Je le laisse sur cette table. Et en temps normal, si quelqu'un le prend, je considérerais ça comme du vol. Et à partir du moment où moi j'ai estimé que je l'avais jeté, que je m'en étais débarrassé, n'importe qui peut s'en approprier. Donc en fait, pour moi, il est devenu déchet, il est devenu ordure, mais n'importe quelle personne, voilà, c'est vraiment une question de perception, peut voir ça comme tiens, un stylo bleu, j'en avais pas, j'en cherchais un, super. Donc un même matériau, une même matière, un même objet peut être perçu dans tel endroit ou à telle époque comme une ordure, et il suffit de le déplacer un petit peu dans le temps ou dans l'espace, et il en vient à être perçu comme une ressource. Donc autour de cette dualité s'organise toute une dynamique qui gère un petit peu nos déchets en tant que problème public. Et de plus en plus, les mots d'ordre gouvernementaux, de l'économie circulaire, etc., consistent à dire non, mais il faut surtout pas voir ces objets-là comme des ordures, mais les voir comme des ressources, parce qu'on peut les réinsérer dans des circuits de production, on peut à nouveau créer de la valeur à partir de ces choses-là. Sauf que, et là où je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière, c'est que avant même de chausser ces lunettes-là qui nous amèneraient, les lunettes magiques, à voir les déchets comme il faut d'abord prendre conscience que on génère des quantités de déchets qui sont complètement astronomiques. C'est-à-dire que
à l'échelle du monde et même de l'espace astronomique. Et de l'espace, ouais, évidemment, en orbite, etc. Enfin, la quantité de choses que l'on rejette et que notre milieu est absolument incapable d'absorber est d'une ampleur complètement dévastatrice. Et ça, à l'échelle du monde, alors j'ai un petit slide qui s'appelle Évolution, production, déchets. Évolution, production de déchets, s'il te plaît. C'est juste un graphique de la Banque mondiale qui date de 2012, mais qui montre justement la perspective d'augmentation de cette production de déchets à l'échelle du monde. C'est un petit fichier PDF qui normalement fait une seule page, et ça permet de voir, mais parce que voilà, en France, on a l'impression que on fait tous des efforts de tri, de ceci, cela, et que effectivement, il y a une relative stagnation de la production de déchets en France. Mais à l'échelle du monde, on est dans des croissances. C'est exponentiel, vraiment. Alors, exponentiel, c'est un mot qui a une définition mathématique très précise, mais donc c'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça. Mais on est dans du doublement ou du triplement de la quantité de déchets en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est, dans toutes les régions du monde à forte croissance. C'est-à-dire que quand bien même nous on trie, etc., on a enclenché un tel mouvement de masse de justement d'enraciner dans la tête et le cœur des gens cette dépendance aux objets, à tout un capharnaüm matériel que on sait très bien que dans un horizon très très proche, on va vers des doublements, triplements de quantité de déchets que déjà, à l'heure actuelle, dont déjà on ne sait pas quoi faire dans les quantités actuelles. Le slide. Ah, le slide est là. Voilà. Et donc là, vous voyez bien que dans les pays à haut revenu, à droite, entre 2010 et 2025, l'augmentation, elle est relativement modérée. Mais si on prend tous les pays à revenus intermédiaires, c'est-à-dire les deux colonnes centrales, on voit qu'on est dans des proportions qui sont parfois de l'ordre du triplement. Et ça, c'est pas un graphique à horizon 2050, c'est à horizon 2025. Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, en 2018, on est à mi-chemin de cette course-là. Et que en 2010, ce qu'on voyait, les quantités qu'on voyait, elles excédaient déjà, dans la plupart des pays, les capacités de gestion des autorités publiques. Ouais, et justement, cette histoire de gestion là, des déchets, elle est prise en charge. Alors, ce que tu disais, Tiffaine, c'est un investissement, c'est un poste budgétaire considérable pour les collectivités. Donc la question, c'est est-ce que en produisant moins de déchets, on arrive, y compris à faire des économies à la puissance publique ou pas, ou est-ce que ça a un intérêt, ou est-ce que ça suppose un autre type d'économie sur, je sais pas, le recyclage, est-ce que les collectivités publiques peuvent en profiter ou pas, ou est-ce que c'est encore une fois un cadeau qu'on fait au secteur privé, aux entreprises et tout, enfin, en quoi? On nous le dit sans arrêt, quoi. Mais allez, vous pouvez consommer, c'est pas grave. Maintenant, on a la poubelle jaune. Mais est-ce que vraiment, est-ce que c'est aussi facile et vertueux que ça? Non, c'est certainement pas vertueux. Et en fait, tout ce monde-là, notamment du recyclage, est vraiment à regarder de près, parce que sous ces dehors vertueux et sous la condamnation morale de tu ne tries pas, c'est pas bien. En fait, il y a pas mal de petits secrets sales, dirty little secrets, qui en aval de la filière révèlent un bilan tout à fait contestable, en tout cas questionnable, quoi. Mais encore une fois, de la même façon que je disais que le déchet est partagé entre ce côté ordure-ressource, la gestion des déchets, elle est partagée entre deux tentations. D'une part, celle de valoriser au maximum, recycler, incinérer, et donc finalement, d'une certaine façon, produisez autant de déchets que vous voulez, puisque derrière, on recrée de l'emploi, l'activité, etc. Et l'autre point de vue qui est de dire non, mais le meilleur déchet, comme on disait tout à l'heure, est celui qui n'est pas produit. Et donc, faut être dans une sobriété, faut être dans une prévention, faut diminuer tous les emballages, diminuer nos besoins, etc. Sauf que, évidemment, ce discours-là ne va pas du tout dans le sens de la croissance économique, du PIB, etc., tel qu'on l'entend communément. Donc, il y a cette tension-là, et effectivement, aujourd'hui, la plupart des initiatives un peu innovantes, citoyennes, etc., elles vont dans le sens de
petites initiatives locales pour moins consommer, moins générer de déchets, et qu'en parallèle, il y a tout un secteur industriel qui se crée autour du recyclage, autour de l'incinération, autour de différentes filières ou techniques de valorisation qui, elles, peuvent être potentiellement lucratives pour les opérateurs privés à qui on délègue un certain nombre de ces tâches-là. De ces tâches de recyclage, ouais, et surtout, c'est des dépenses qui, in fine, sont portées par les contribuables et dont les coûts tendent à augmenter. C'est-à-dire que dans des collectivités d'Europe, on peut être à un coût de gestion des déchets, toute filière réunie, à 150 € par habitant et par an. Quand une communauté malgache ou laotienne, elle va avoir maximum 2 € par habitant et par an à consacrer à son budget de gestion des déchets. Donc, du coup, ce qu'il est possible de faire de part et d'autre est incommensurable. Et évidemment, les entreprises européennes ou nord-américaines ne manquent pas d'aller dans les pays du Sud pour vendre des incinérateurs, vendre tout un tas d'installations très sophistiquées de gestion des déchets, soi-disant miraculeuses, qu'en fait ces pays-là n'ont absolument pas les moyens de se payer et qui de toute façon ne font pas disparaître le problème, puisque on parle de traitement, de valorisation, etc. Mais peut-être la solution principale à l'échelle du monde pour gérer les déchets, c'est l'enfouissement. Donc on a beau faire des centres d'enfouissement contrôlés aujourd'hui qui ne sont plus des décharges à ciel ouvert, ça reste des trous qu'on creuse, qu'on remplit de déchets. Alors on récupère les eaux, on récupère les gaz pour qu'il n'y ait pas trop d'impact environnemental direct, mais c'est un trou qu'on creuse, on le remplit de déchets, on le referme, et après on s'en va. Tiens. Voilà, exactement. Comme pour. Et on attend. C'est le Ouais. principe. Ça Moi, je me voulais juste rappelle- dire, parce ouais. qu'effectivement, enfin, pour moi, dans le côté lucratif du déchet, il y a 3 aspects. Il y a le fait qu'il y a des multinationales, parce qu'en fait, principalement, c'est quand même des multinationales. Alors, il y a des multinationales plus une myriade d'industries plus petites qui travaillent là avec, souvent en chaîne, par exemple, la sous-traitance des camions poubelles, enfin ce genre de choses, avec du coup des grosses entreprises multinationales qui vont sous-traiter plein de petites parties avec du dumping social, etc. Mais donc, en tout cas, c'est très lucratif parce que c'est payé par la puissance publique et par nos impôts. Ah oui, donc là tu parles Voilà. du traitement, Du de traitement, la collecte de la des collecte et du déchets. traitement. D'accord. Voilà. Qui là va en fait, C'est souvent d'ailleurs des lucratif délégations de parce que- services publics. qui sont d'ailleurs. souvent des délégations Ouais. de services publics, et parce que c'est payé par nos impôts, ça va être très lucratif. D'accord. Et il y a la face, alors les déchets, c'est un peu le truc dont on veut pas parler, ou maintenant si c'est un peu plus à la mode avec la récup et tout ça, ça fait plus branché quoi. Mais bon, les ordures, personne n'a envie d'aller mettre les mains dans une poubelle, donc c'est un peu la face cachée, voilà. Et en fait, la deuxième face cachée, qui est la face sous-cachée, peut-être Olivier du coup, enfin, c'est la mafia quoi. Enfin, qui dit déchets, dit multinationales lucratif, etc. Dit trafic. Et dit trafic. Enfin, pour moi, il y a vraiment systématiquement, j'ai jamais réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas les deux l'un à côté de l'autre. Partout où j'ai été, il y a toujours un moment où on tombe sur un truc et on dit là, il y a un truc qui cloche. Ouais. Et voilà. Et alors particulièrement, enfin, moi j'ai été sensibilisée sur la Méditerranée par la situation de l'île de Djerba. Parce que voilà, il y a des amis insoumis en Tunisie, etc., qui m'avaient alerté sur la situation, qui est une situation mais vraiment dramatique. Et petit à petit, j'ai commencé après, il y a eu la situation de Beyrouth, enfin de la crise des déchets à Beyrouth, et puis voilà, et puis j'ai commencé à regarder ce qui se passait un peu sur le pourtour méditerranéen. Donc la Méditerranée est littéralement remplie de jus de poubelle, quoi. Et bah voilà, il y a quand même beaucoup le déficit de politique publique. Et aussi les mafias qui interviennent. Bah, du coup, ça me permet de vous faire parler tous les deux, Olivier et Mathilde, parce que il y a le versant criminalité et contrôle par la puissance publique, régulation, enfin tout ce qu'on veut, et par le douanier. Et puis il y a Mathilde qui a aussi un point de vue sur le rôle de la puissance publique en la matière. Donc, et y compris, peut-être que tu parleras de la question de l'incinérateur justement, puisque ça résonne complètement avec ce qu'on disait sur la tâche de la collectivité. Une petite administration française de 16 000 agents. Oui. On ne peut pas tout vérifier, mais c'est vrai que le déchet est une marchandise. Répète-le. Une Une petite administration de 16 000 agents. 16 000 agents et de moins en moins d'ailleurs. Et on voilà. ne peut pas tout vérifier. Et la marchandise, voilà. Le déchet, c'est une marchandise. C'est pour ça que la douane s'en occupe, parce qu'il y a une marchandise qui circule dans le monde entier. Eh oui. Voilà, déjà. Et il faut savoir aussi que c'est une source de revenus
pour les milieux mafieux qui Considérable. est deuxième après les stupéfiants. Ah oui, carrément. Voilà, donc c'est un gros business. Donc, on se shoot aux déchets, quoi. Voilà, en plus des problèmes environnementaux que ça crée des problèmes de mafieux importants, de criminalité. Juste une petite précision, parce que la Convention de Bâle interdit l'import-export de déchets, ordures. Donc, on permet officiellement l'import et l'export de matériaux recyclables, préalablement triés et un petit peu transformés, c'est-à-dire qu'ils redeviennent des marchandises. Mais là, ce dont tu parles, c'est 10 à 15 milliards de fraude de marchandises qui ne sont pas dépolluées, en fait. D'accord. Donc c'est vraiment des déchets ordures, quoi. Dans le monde, complètement. Et les plus grosses affaires qu'on fait, c'est au niveau de l'exportation. Alors généralement, l'exportation, c'est surtout sur les pays d'Afrique. Et après, un petit peu sur le Brésil et du côté de la Chine. Donc exportation de nos déchets, c'est-à-dire ce qui sort de nos poubelles, on l'envoie dans les pays du Sud, c'est-à-dire donc Brésil, Afrique. Exactement. Donc, en Afrique, c'est tous les pays d'Afrique C'est vrai que par rapport à l'Europe, chaque État membre a sa propre réglementation sur les déchets. Donc c'est très strict en France pour produire des déchets. Donc il y a le recyclage, mais on n'a pas le droit de les exporter comme ça. Donc il faut des autorisations, on travaille avec le ministère de l'Environnement, avec les DREAL, il faut des autorisations pour exporter. Mais on s'aperçoit de plus en plus, avec faute de moyens publics, de contrôle public, que ces marchandises, elles passent quand même. Voilà. Alors, petite question à toi, la spécialiste, là, sur cette question de réglementation. Comment ça se fait que l'Union européenne n'ait pas considéré ça comme une marchandise qui pouvait relever de sa compétence et donc d'imaginer une communautarisation du marché des déchets européens? Pourquoi est-ce qu'on a laissé aux États la responsabilité différenciée, on va dire, de gérer ça? Depuis 2003, en France, on a des lois spécifiques sur la gestion des déchets. Des lois françaises? Des lois françaises, voilà, franco-françaises. Par contre, après, il y a la directive REACH qui est sortie en 2009. Donc la directive REACH, donc R-E-A-C-H. On est soumis donc à l'administration française, comme toutes les douanes européennes, à ce type de contrôle. Mais effectivement, tu parlais du trafic. Le déchet à la base qui est recyclé, effectivement, c'est un commerce qui tourne au niveau mondial. Il y a de l'import-export qui est dans tous les pays. C'est un peu plus compliqué en France de faire rentrer des marchandises par les ports français ou par les aéroports, parce qu'on est même ceux qui sont recyclés, on les prend pas. C'est un peu plus compliqué. Par contre, ça arrive en Pologne, ça arrive dans les pays comme l'Autriche et tout. Il y a une circulation. Et après, il y a une circulation intracommunautaire, bien sûr, des marchandises, qui est assez libre. Voilà. Et donc là, ça génère potentiellement beaucoup de trafic, y compris illicite. D'euros par an pour les milieux mafieux. Donc, pour les milieux mafieux. C'est peut-être une question bête, mais est-ce qu'à un moment donné, il y avait eu un problème à Naples? C'est une association d'idées un peu. Un peu. Oui, à Naples, effectivement. Est-ce qu'il y avait un rapport avec la mafia? Il me semble que oui. Oui, il y avait beaucoup de rapport avec la mafia, largement. Au niveau d'Italie, c'est vrai que c'était des montagnes de déchets il y avait une espèce de circuit. Et juste parce que on peut faire des confusions entre les différents types de déchets. Et à Naples, il y a eu à plusieurs reprises des grèves des éboueurs qui ont fait que la ville était remplie de déchets ménagers, donc avec une urgence sanitaire, l'armée qui devait intervenir, etc. Qui était ce qui s'est passé à Beyrouth aussi, non? Non, Beyrouth, c'est autre chose. C'est pas une grève, Et il y a eu aussi la mise en lumière, et notamment via Gomorra de Saviano, etc., des malversations mafieuses avec les déchets industriels. Et je pense que les bénéfices mafieux dont tu parles, liés au trafic international de déchets, c'est aussi beaucoup des déchets industriels, c'est-à-dire les plus toxiques, ceux pour lesquels c'est très très coûteux de... Tu donnes des exemples là? En fait, il y a les pneus, les pots d'échappement, les circuits électriques et circuits électroniques, ça c'est le plus gros. Voilà. Et après, il y a les déchets plastiques classiques. Mais le plus gros, c'est tout ce qui est produits automobiles, circuits électriques, circuits électroniques, qui seront recyclés ailleurs. D'accord. Et qui sont vendus, c'est ça le bureau de trafic. Et qui sont vendus à prix d'or, j'imagine. Voilà. Et depuis 2005, on s'aperçoit qu'il y a un trafic qui monte à 82%.
Ah oui. Au niveau mondial. D'accord. 82%. Ouais, voilà. On a fait 332 tonnes cette année de saisie de déchets d'exportation qui étaient licites, parce que non soumis à des marchandises qui étaient déjà retraitées. D'accord. Bon. Mathilde, on parlait des incinérateurs et du traitement de ces déchets par les collectivités. Toi, tu es d'une circonscription du Val-de-Marne, et il y a À Ivry-sur-Seine. à Ivry-sur-Seine, et il y a Le plus une gros problématique incinérateur particulière. Le plus gros incinérateur d'Europe. Il est énorme. Et donc là, concrètement, sur ce que disait Tiffaine tout à l'heure, sur le fait qu'il y a des transnationales qui font des profits énormes sur la question des déchets. Bon, déjà, ça se voit au niveau du gouvernement. Moi, je me rappelle, j'avais fait une tribune sur cet incinérateur d'Ivry à laquelle nous nous opposons à la reconstruction. Je vais expliquer juste après. Mais parce qu'il se trouve que la secrétaire d'État Brune Poirson, qui s'occupe de cette question, vient de Veolia. Et Veolia fait des profits immenses, justement, sur cette question de traitement des déchets. Donc, bon, déjà, on voit que directement dans le ministère de la transition écologique, on a les lobbies à l'intérieur et ça se voit à différents niveaux. Sur la question d'Ivry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine Paris 13, donc il y a déjà un incinérateur qui existe, qui va arriver bientôt en fin de vie, et pour le plus grand bonheur de Vinci Suez, il va être reconstruit pour 2 milliards d'euros, c'est une somme vraiment énorme, et surtout pour un projet qui est dénoncé depuis longtemps par des associations, des citoyens, et à laquelle la France Insoumise s'associe bien sûr, qui est un projet qui fait partie de ce qu'on appelle en France les grands projets inutiles et imposés. Bon, imposés parce que, par exemple, quand on regarde à l'échelle juste d'Ivry-sur-Seine, ils ont dû faire voter 2 fois le conseil municipal pour qu'ils arrivent à faire accepter le projet. C'était la première chose. Récemment, il y a eu une enquête publique sur la question de l'incinérateur où 99% des avis étaient négatifs et le rapporteur a donné un avis favorable au projet. Donc qui pour sa première phase est lancé donc imposé de ce côté-là avec très peu d'informations à la population sur vraiment les questions et notamment les questions de santé qui sont liées à cet incinérateur et inutile surtout parce que si on faisait du tri de biodéchets à la source, donc si on triait les biodéchets notamment pour faire du compost, si on produisait moins de déchets et si on respectait la législation, juste la législation, c'est-à-dire notamment la loi de 2015 sur la transition énergétique, si on respectait la législation, on n'aurait pas besoin de ce nouvel incinérateur. Ah bon ? Non. Parce qu'au niveau des normes, des taux de recyclage, Île-de-France est extrêmement en retard et encore plus dans le bassin versant d'Ivry, on est extrêmement en retard. Donc concrètement, on va continuer à donner des tonnes d'autorisation de déchets via cet incinérateur qui concrètement vont inciter à continuer à produire autant de déchets et à ne rien faire pour réduire, réutiliser, recycler ces déchets. Donc concrètement, c'est une incitation à continuer encore sur plusieurs années en se mettant à la fois en porte-à-faux par rapport à la loi de 2015, la loi française, à des directives européennes et même au propre plan qu'a proposé Brune Poirson sur la réduction des déchets non recyclés. Donc on est sur un projet qui est sur ce point de vue assez symbolique. Et puis il y a un autre aspect qui est vraiment important, je pense, à regarder, c'est où sont les incinérateurs. Il y a un chiffre qui est vraiment intéressant, je vous le lis parce que c'est vraiment intéressant. En France, si la population immigrée d'une ville augmente de 1%, il y a 29% de chances en plus pour qu'un incinérateur à déchets émetteur de différents types de pollution soit installé. Arrête, ça marche pour le RN, ça. Mais c'est quand même incroyable. Ça veut dire que concrètement, ces incinérateurs sont dans des villes populaires. Ivry-sur-Seine est une ville populaire. Où les gens ne votent pas. Ou d'ailleurs, non mais ça c'est intéressant. Hein. Sur la question de... Bah oui. Oui, mais et sur la question de la responsabilité de l'individu. Parce que c'est pratique, si on ne veut pas changer de modèle, on fait peser la responsabilité sur l'individu. Et lorsque nous battons contre la reconstruction d'incinérateurs à Ivry, quelle est la réponse qu'on nous donne ? C'est « Ah oui, on sait que c'est contraire à la loi, on sait que ça va inciter tout le monde à continuer sur le même modèle et donc à ne pas changer et donc à ne pas faire ce changement de modèle dont on a besoin. On le sait. »
Mais vous comprenez, les gens ne sont pas prêts à le faire. Et oui. Et en fait, finalement, l'argument qui nous est opposé, c'est que les gens ne seraient pas prêts à le faire. Ce qui est quand même vraiment honteux. Et sur la question de l'incinérateur, il y a notamment ces dioxines bromées qui sont rejetées par l'incinérateur, qui sont quelque chose d'extrêmement polluant, sur lequel on a extrêmement peu de mesures. La seule fois où ils ont pu le mesurer, je crois que c'était en 2013, il y avait 3 à 4 fois plus de taux de ce que les normes permettaient, donc il y a très peu de mesures là-dessus. Et concrètement, à Ivry-sur-Seine, donc qui est une ville populaire, nous sommes coincés entre le périphérique, l'autoroute, cet incinérateur qu'on va nous reconstruire encore pour plusieurs années, et donc avec une population qui est largement polluée autour. Et ça, c'est un vrai enjeu aussi autour de on cache les déchets, quoi. On disait tout à l'heure, on en enfuit certains, et puis dans les autres, on met ça dans des villes où... Pourquoi je disais les villes populaires? Parce que les promoteurs considèrent que c'est là où il y aura les moins de capacités de résistance. Et donc, ils font exprès de mettre là, loin, où surtout on ne le verra pas, et on continuera à polluer allègrement les gens. Et donc on se rend aussi bien compte que les pollueurs en question ont bien compris que c'était une question qui pouvait être traitée d'un point de vue citoyen. C'est-à-dire que si jamais les citoyens s'en mêlent, ils sont mal. Et nous, avec la France Insoumise à Ivry-sur-Seine, on avait proposé au maire de faire un référendum sur cette question, en disant, après tout, il y a eu un problème réel démocratique autour de cette décision, faisons un référendum autour de la population. Le maire nous a répondu en nous disant, non mais vous comprenez bien que si on demande aux gens s'ils veulent un incinérateur à côté de chez eux, enfin on en a déjà un, mais si ça continue encore plus, vous comprendrez bien qu'ils vont dire non. Bah oui, mais du coup c'est une vraie question. D'expliquer pourquoi un incinérateur dont nous n'avons pas besoin et qui, de fait, est une reconstruction inutile, qui en plus va coûter pour le coup vraiment un pognon dingue à la puissance publique et du coup aux impôts des gens. Voilà. Dis combien ça coûte Ouais, ça coûte combien l'incinérateur? 2 milliards la reconstruction. Ouais. À la charge de qui? C'est pas que la ville, j'imagine. Non, le SICTOM, c'est le syndicat l'interco. Je ne sais plus comment ils l'ont. Oui, il y a un cofinancement. C'est un cofinancement. C'est quand même principalement public. C'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. D'accord. Et donc là, on voit bien aussi une dimension, parce que tu sais, au début, tu as dit il y a 2 postes extrêmement importants pour les collectivités, c'est l'eau et c'est les déchets. Oui, le coût public, le coût public dans les dépenses environnementales publiques, le premier poste concerne les déchets. Et donc, là où je veux en venir, c'est que, il me semble que tu as parlé de Veolia. Veolia par rapport à l'eau ou Veolia par rapport aux déchets, et bizarrement, c'est les mêmes. Et bizarrement, ils ont absolument le même comportement, qui est un comportement de prédation. Finalement, sur les collectivités, sur enfin, voilà, ce que produit la richesse publique, enfin citoyenne, etc., elle est finalement aspirée par ces promoteurs ou d'eau, ou de distribution d'eau ou de déchets qui finissent par s'en mettre plein les fouilles sur le dos de nous, quoi. Et et puis c'est les mêmes techniques finalement. C'est vraiment l'objet moi ce qui m'a beaucoup plu dans la thèse de Jérémy, du coup, c'est ce qui a été aussi vraiment déclencheur d'une réflexion politique, quoi. C'est cette notion justement que en fait, alors bon, on va le prendre dans l'ordre. Zero Waste, l'association Zero Waste France, qui a donc publié le scénario, Zero Waste ayant le double sens zéro déchet, zéro gaspillage, a publié ce scénario sur la base de villes qui se sont mises en zéro déchet et qui sont vraiment à des taux d'évitement qui sont vraiment très très importants, et a fait notamment sur Ivry avec le collectif 3R sur cette histoire d'incinérateur d'Ivry, le plan BOM, le plan B pour les ordures ménagères, le plan pour la baisse. Et en fait, le calcul, c'est-à-dire le coût de l'incinérateur, c'est 2 milliards. Et si on faisait, plutôt que de reconstruire l'incinérateur, un plan de baisse des ordures ménagères, je ne sais plus, c'était
c'était en millions, enfin, je veux dire, c'était 2 fois moins. Et puis en termes d'emplois produits et d'emplois créés, on est à 700 emplois créés avec le plan BOM. Donc on est à une production d'emplois qui est bien supérieure à celle qu'on a avec leur plan incinérateur grand projet inutile. Donc on diminue la dépense publique et on crée des emplois. Oui. Et c'est vraiment cette histoire qu'en fait, il y a effectivement des entreprises qui s'accaparent le pognon, qui mettent la main sur le gisement. Voilà, on appelle ça un gisement. Les déchets. Ils mettent la main sur le gisement, ils s'accaparent et c'est effectivement, ils arrivent à se faire plein de pognon. Alors que effectivement Zero Waste avec le réseau des ressourceries, enfin les différents acteurs, ils ont fait des projections par exemple en termes d'emploi. Donc si on redistribue, si on fait autrement, on baisse le volume des ordures ménagères, on rationalise tout ça. Et ça ils le font avec qui ? Avec les citoyens, hein. Ils réfléchissent, ils font des réunions, etc. Donc c'est vraiment une expertise citoyenne, des gens qui se sont mis, des chercheurs populaires, là, ils se sont mis tous à comme on fait. Ils ont fait des autopsies de poubelles, ils ont fait comme ça. Hein, et en fait, les projections, c'est que pour 10 000 tonnes de déchets, mis en décharge, ça crée un équivalent temps plein. Mis en incinérateur, c'est 3 équivalents temps plein. Avec une filière de recyclage, grosso modo ce que nous propose le gouvernement avec la feuille de route économie circulaire, une filière que recyclage, c'est une 30aine d'emplois. Si on est sur une filière type zéro déchet, réemploi, on est sur, alors là, selon le type d'emploi, entre 300 et 700 emplois, toujours pour les 10 000 tonnes. Hein. C'est-à-dire que, je dis selon le type d'emploi parce que il y a aussi beaucoup d'emplois d'insertion, donc selon le type d'emploi, on n'est pas forcément sur la même projection, mais quoi qu'il arrive, on est sur 10 fois plus d'emplois locaux, non délocalisables, si on est sur une filière réemploi, réparation, compostage, etc. Donc ça veut dire que si c'est toujours la même chose, hein, le partage des richesses. On en revient toujours au même problème. À partir du moment où des entreprises en situation quasiment de duopole, hein, Suez et Veolia, sur le traitement des déchets en France, c'est vraiment... ils s'accaparent le pognon, ils s'accaparent le gisement. Comment ? C'est un cartel. C'est un cartel. Et si on redistribue, si on fait autrement, si on redistribue et si on passe par l'énergie citoyenne, etc., on crée des emplois, on diminue le coût public des investissements et du fonctionnement, et on pollue moins. Enfin bon, voilà, c'est quand même vraiment le truc tout bénef, quoi. Bon, en parlant de ça, là, justement de la pollution, moi j'aimerais, on l'a abordé, mais parfois un peu de manière tangentielle, là, la question de la toxicité du déchet et de son recyclage, de sa production. Est-ce qu'on peut en dire un mot ici ? Parce que, à mon avis, il y a quand même un angle là qu'il ne faut pas laisser mort parce que... on commence par le pire. On commence par le pire. Le pire, c'est lui qui... voilà. Moi, je montre juste une petite affiche là de ce que produit... C'est la campagne qu'on fait actuellement auprès des parlementaires et puis des médias. Donc pour donner toutes nos missions, en fait, dont le contrôle du trafic de déchets. Donc effectivement, trafic qui peut être très dangereux. Hein. On a eu des cas de... Que c'est pas qu'une question d'illicéité ou de criminalité, c'est de la matière dangereuse. Alors si on exporte au maximum sur les pays d'Afrique nos déchets, c'est que pour nous ils sont dangereux, quoi. Tout ce qui est pots d'échappement, les pneus usagés, je disais les circuits électriques, tout ça, au niveau santé et sanitaire, c'est compliqué. Mais après il faut savoir qu'au sein de l'Union européenne, il y a des marchandises qui circulent, qui sont dangereuses. On a le cas de l'uranium entre la Hague et puis l'Allemagne. Il y a ce passage. Attends, il va d'où à où l'uranium ? Il passe de l'Allemagne jusqu'à la Hague, il est retraité, après ça repart, voilà quoi. Donc ça c'est permis ça. Donc on a aussi des marchandises qui arrivent. On a eu le cas de contournement de pays, de marchandises qui venaient de Fukushima à l'époque, quand il y a eu la catastrophe nucléaire. Donc ça venait du Japon ? Ça venait du Japon, donc du plastique qui a été recyclé pour faire des objets de jardin ou des... Voilà. Donc, on fait des canapés de jardin là. Moi je suis sur mon canapé, il est radioactif à fond les ballons. Nos collègues du Havre ont saisi donc fort taux de radiation parce qu'ils ont vu que ça venait du Japon sur les factures, sauf que ça venait d'Allemagne. C'était passé par Hambourg, ils avaient mis ça en carton
et ça repartait de Hambourg jusqu'au Havre. Ah ouais. Voilà, c'est une circulation qui se fait aussi au sein de l'Union européenne de ces marchandises. Elle se fait librement parce qu'on est dans un marché ouvert. Et voilà, donc... voilà. Et alors les douaniers qui se retrouvent face à cette matière qui n'est pas forcément... On a fait une alerte. Enfin, pas que les douaniers d'ailleurs, les dockers en fait, ceux qui reçoivent les marchandises, Ah bah après, il y a la problématique aussi des objets, des marchandises qui sont dangereuses pour la santé. Aussi bien, comme je disais tout à l'heure, les gaz qu'on met dans les containers pour que ces marchandises elles arrivent après 21 jours de mer en général, à peu près 20-25 jours, bien conservées et très dangereuses pour celui qui ouvre le container avec des flux de gaz, et jusqu'au bout de la chaîne, au consommateur, avec des marchandises qui ne sont pas aux normes environnementales, qui peuvent être très dangereuses. Quoi. Sans être un déchet. Donc, voilà, donc sans être ça. Un déchet pour donc, autant, oui, mais avant d'arriver, donc un produit manufacturé peut être très dangereux pour la santé, et il va être encore plus dangereux, bien sûr, après à l'état de déchet. Puisqu'on sait que le textile, la plupart des textiles qui viennent de Indonésie, après ça sert, une fois que vous avez lavé 2-3 fois, ça sert pour l'épandage après. Voilà, donc c'est des produits toxiques, tout ce qui est matière textile, donc tout ce qui est solvant qu'on met dedans, après c'est réparti, ça repart dans l'eau et ça sert pour des terrains, des zones agraires. Quoi. Ah la vache, oui. d'accord. Donc on retrouve... Bah oui, parce qu'il faut bien que ça parte quelque part. Il faut bien que ce soit réutilisé. Mais c'est extrêmement toxique. Ah oui, et donc la question c'est, le rôle du douanier dans tout ça, c'est celui qui va contrôler la toxicité des déchets ? Non, on ne contrôle pas les toxicités. Vous contrôlez ? Non, c'est vraiment le ministère de l'Environnement, c'est les DREAL. Mais on travaille avec eux. Et la répression des fraudes aussi, bien sûr. Voilà. Et ces gens-là, est-ce qu'ils sont assez nombreux comme vous ? Non, mais malheureusement, donc, depuis 2008, RGPP, Organisation d'action publique sous Hollande, et puis maintenant, CAP 2022. Voilà, donc on continue à supprimer un emploi sur 3 aux douanes. On a démantelé la répression des fraudes. C'était une administration qui était sur tout le territoire. Maintenant, il n'y en a presque plus. Et l'ADREAL et les services vétérinaires aussi. Voilà, donc petit à petit, la puissance publique se désengage complètement de ces contrôles au nom d'une réduction des effectifs par un but budgétaire, mais il y a un but aussi politique derrière. Mais il y a un but idéologique il y a idéologique, le capitalisme à outrance, le libre marché, les accords de libre-échange qu'on fait dans le monde entier. Il faut faire circuler les marchandises et les capitaux d'une manière sereine et sans contrôle. Voilà. Donc on pourra faire l'interface avec les humains, qu'on contrôle malheureusement de plus en plus, mais ces marchandises-là, elles circulent tout le monde. D'accord. Ouais. Et donc, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, est-ce qu'on peut en dire encore plus sur la question de ces déchets ? Une fois qu'ils sont revenus, ils sont affreusement toxiques, mais qui les traite ? Qui en fait d'autres objets ou je ne sais quoi ? Est-ce que chez nous, il y a une industrie du déchet ou pas ? Et est-ce qu'elle est en train de... Est-ce qu'elle se développe ? Est-ce que... Je ne sais pas. Quand on parle en France, en Europe, ouais. En Europe, on a une industrie du recyclage qui existe, mais qui est en sous-capacité très très forte. Peut-être on peut traiter un quart de ce qu'on collecte, ce qu'on s'est petit à petit mis à collecter sélectivement. Donc ça veut dire que les 3 quarts, il faut les exporter pour aller les faire retraiter ailleurs. Ouais. Donc en Europe, il y a une industrie qui existe, mais au niveau du recyclage, elle est en sous-capacité très très forte, et on s'en est rendu compte récemment parce qu'en début d'année, la Chine a dit nous on arrête d'importer tout un tas de types de matériaux recyclables parce que on en a marre d'être votre atelier de recyclage pour le reste du monde. Est-ce que c'était le fruit d'un accord, sur cette question avec la Chine ou pas ? Ça, il faudrait peut-être poser la question. Je ne sais pas. Est-ce que c'était en accord avec la Chine ? Ils ont... Le fait qu'ils soient le bout bien de sûr. chaîne de l'objet. C'était eux-mêmes qui achetaient ces matériaux-là. D'accord, c'est du business. Avec la Chine, mais effectivement, c'est un business qu'ils ont arrêté il n'y a pas longtemps. Voilà. Et là, maintenant, ils ont dit ils commencent à arrêter. Ça, c'est pas du tout... parce qu'il y a aussi le cas de gens qui vont aller déverser de nuit des conteneurs entiers de déchets toxiques dans des pays africains, par exemple, etc. Et donc ça,
c'est illégal, c'est criminel, etc. Non, là, ce dont je vous parle, c'est un commerce entre l'Europe et la Chine, ou entre les États-Unis et la Chine, pour y trouver là-bas un débouché pour tous les déchets que nous, on a mis dans nos petites poubelles jaunes, et on n'a pas les capacités de recycler. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous pouvez passer, Flore, éventuellement les cartes. Il y a plusieurs cartes qui montrent par les flux de déchets à l'échelle internationale. C'est des cartes qui ont été élaborées par un laboratoire de recherche basé à Toulouse pour l'exposition Vie d'ordures qui a eu lieu au MUSEM en 2016. Et en fait, ça montre que tous ces déchets qu'on appelle des matières secondaires, parce qu'ils ont été triés, ils ont éventuellement été compressés, fagotés pour être envoyés, recommercialisés, ils retraversent allègrement la planète avec différents hubs qui se sont constitués sur certains types de matériaux. Donc par exemple, pour les ferrailles, c'est la Turquie qui est le grand receveur mondial de ferraille. Pour le textile usagé, ça va être le Pakistan, par exemple. Pour ah ben voilà, on a la circulation. Voilà, là on a le textile. Donc Pakistan, Inde et Émirats Arabes Unis, on voit ces trois pôles forts. Tu peux faire défiler pour les autres matériaux. Non, donc manifestement. Mais là, si, voilà. Plastique PET. Donc on voit que là, pour le plastique et donc tous les déchets recyclables ménagers, c'est la Chine. Le monopole chinois. Voilà, le papier, pareil. La Chine qui est le gros récipiendaire jusqu'à il y a peu de temps, donc je vous le disais. Ouais. Et voilà, et ça, c'est comme ça pour tous les déchets récupérés. Ce qui se passe, c'est que la Chine récemment a fermé Green Fence, ils ont fermé le rideau en disant, voilà, ils disent, ok, les déchets recyclables qui ont vraiment une valeur marchande intéressante, ok, on continue à les recevoir. Par contre, vos films plastiques et vos bouchons de bouteilles et tous ces trucs-là, qui ont vraiment très peu de valeur, même une fois transformés, ça, on arrête. Et donc, évidemment, il y a d'autres pays qui se positionnent pour remplacer la Chine autour de cette activité-là, qui crée de l'emploi, qui crée qui permet de contribuer au PIB des pays. C'est le Vietnam, l'Indonésie, plus proche de nous, l'Albanie, par exemple, qui disent, nous, on va commencer. Sauf qu'il faut voir, et là, peut-être que vous pouvez passer quelques images de Hanoï, où je suis allé récemment pour voir des villages entiers de recycleurs en périphérie de Hanoï. Donc c'est au Vietnam. Au Vietnam, ouais. Dans le nord du Vietnam, ils reçoivent des déchets de plastique, de papier, donc vraiment des déchets ménagers. Une partie qui vient du Vietnam, mais aussi beaucoup d'Australie, d'Europe, etc. Et en fait, alors je ne sais pas si on va pouvoir voir des photos, mais quelles qu'elles soient, ça peut être... Voilà. Ah bah. Ça, c'est les villages de recycleurs, donc c'est... des maisons de gens qui ont un peu fait fortune avec ce business-là, entourés de cheminées qui, de leur four alimenté au charbon en permanence pour faire tourner les ateliers. Vous pouvez faire défiler les photos. Ça, c'est l'état des rivières autour de ces villages, parce qu'il y en a plusieurs, où en fait tous les effluents de transformation du papier et du plastique sont rejetés dans les cours d'eau tels quels, sans aucun type de traitement. Donc voilà, en fait, c'est des rivières qui sont complètement mortes, niveau vie organique, etc. Et c'est ça sur des kilomètres et des kilomètres. Vous pouvez faire circuler, mais enfin, moi j'ai été personnel. Ça fait voilà, donc ça c'est les hangars de stockage des déchets qui leur arrivent. Donc une partie sous la pluie, ça se déverse à moitié dans la rivière. Il n'y a aucun contrôle environnemental, c'est à ciel ouvert. Donc les travailleurs sont exposés à des fumées toxiques en permanence. Tous les habitants de la région vivent dans un endroit saturé parce que là, il n'y a même plus aucun filtre de rien, de fumée, de quoi que ce soit. Donc on retrouve des emballages venus d'Europe avec écrit « Merci la nature », etc. Et puis on les retrouve dans ces endroits qui sont complètement immondes et où nous, on a délocalisé le travail de recyclage qu'on ne fait pas parce que... on s'est mis à faire de la collecte sélective et à dire c'est génial, c'est écolo, on fait de la collecte sélective, bac jaune et tout. Sauf que derrière, on expédie ça à l'autre bout du monde et on ne regarde pas du tout dans quelles conditions est fait le recyclage là-bas. Donc, que ce soit environnementalement ou socialement, sanitairement, c'est catastrophique. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut cesser de trier nos déchets parce que dans les pays riches, évidemment, on est dans une telle surconsommation matérielle que ce serait... tout à fait irresponsable, voire criminel de notre part, de ne pas faire un minimum d'efforts pour redestiner
tous ces matériaux qu'on utilise vers des circuits de réutilisation, de réemploi, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose manifestement à faire sur recréer des circuits locaux, territorialisés, de réemploi, de réparation, créer des emplois avec ça, retrouver, nous, de l'autonomie par rapport à tous les objets qui nous servent à subvenir à nos besoins élémentaires, parce qu'aujourd'hui, on achète des téléphones, on ne peut même pas les ouvrir pour retirer la batterie. Donc non seulement ces outils-là sont en train de nous espionner en permanence et d'envoyer des données sur nos moindres faits et gestes, mais en plus, le jour où ils ont un bug, le jour où il n'y a plus d'électricité, le jour où ceci, on est complètement démunis, on ne sait plus rien faire. Donc, avant même de songer à ces histoires de recyclage, etc., voilà, il y a, je pense, un enjeu fondamental à ce qu'on réacquiert de l'autonomie par rapport à ces objets parfois très sophistiqués et parfois tout à fait merveilleux, qui nous permettent de faire un certain nombre d'activités au jour le jour, mais qu'aujourd'hui, dont on a un usage qui est complètement dingue, quoi, au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas du tout compte ni de l'empreinte environnementale et sociale de leurs conditions de production, mais aussi on se dit, tiens, je l'ai mis dans la poubelle jaune, donc c'est bon, tout est réglé. Mais... Ouais, c'est vrai qu'on se rachète beaucoup de conscience. Oui. Et ça, c'est problématique. Et comme tu disais, le gros problème qu'on a, et on le voit, c'est que ces flux commerciaux et les accords de libre-échange font que, effectivement, une marchandise qui va circuler d'un bout à l'autre de la planète, ça va coûter presque rien à l'importateur, parce que le coût est tellement faible au niveau du trajet, enfin, des frais de transport, qu'il va en profiter. Mais par contre, après, on va se retrouver avec des marchandises qui arrivent en Europe, qui ne répondent pas ni aux normes de l'OIT en termes social, ni aux normes de Kyoto en termes environnementaux. Et c'est là qu'il faut, moi je pense qu'au niveau douanier, c'est ce qu'on revendique nous à la CGT Douane, il faut des quotas, il faut aussi des barrières douanières, il faut des droits de douane spécifiques, on l'appelle comme on veut. Hein. Nous, on est pour un protectionnisme, mais c'est vrai que ça peut être une contribution financière aussi pour ces produits-là, justement, pour financer d'autres manières de produire. Et je pense que voilà, et on retrouve de l'emploi aussi pour produire au niveau local, mais pas n'importe comment. Ce serait trop facile de se dire, on a retrouvé la pleine industrie et on continue à fabriquer des objets inutiles ou des objets qui polluent. Donc justement, moi je pense que c'est un moyen aussi de financer un autre mode de production et de retrouver un circuit court. Voilà. Bien sûr. Donc c'est le grand moment de promotion. Allez, alors vas-y. Pour les ressourceries, les Emmaüs, tout ça. C'est alors l'association Zero Waste, donc je suis membre, donc je me permets un peu de faire la promotion de cette association qui a lancé depuis le début de l'année un grand défi Rien de neuf en 2018. Et où donc il y a, je ne sais plus, 10 000 familles, je crois, qui ont décidé de participer à ça et donc qui cherchent des astuces tous les jours pour rien acheter de neuf, quoi. Et en fait, c'est vrai qu'il y a quand même un potentiel citoyen, à mon avis, et c'est là que justement, quand on a construit cette émission, que ça m'intéressait. Moi, j'aurais aimé avoir le point de vue non seulement des douaniers, mais aussi par exemple, d'ONG comme Sherpa qui travaillent sur le droit international. Parce que, en fait, je me dis, aujourd'hui, il y a vraiment de quoi. C'est-à-dire, si vous pouvez aller voir n'importe quelle ressourcerie, n'importe quel Emmaüs, tous, on croule sous les trucs. Voilà, les trucs, tous les jours, les gens nous amènent leurs machins et on n'a pas le temps, on n'a pas assez ni de bénévoles, ni de salariés, ni de mains disponibles pour tout trier, tout réparer. Enfin, c'est hallucinant, les masses de trucs qu'on accumule. Je pense que tout le monde qui a déménagé une fois s'est dit « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Enfin, voilà. Je pense qu'on peut tous faire le tour de notre armoire de fringues en se disant « là, il y a des trucs que je n'ai pas mis depuis au moins 5 ans. » Voilà, il y a vraiment ça, quoi. Voilà. Donc il faut se rendre compte, donc, non seulement de ce que ça devient, ce que vous avez montré sur le recyclage, ce que tu as dit aussi, Olivier, sur l'import. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, la création, la production, elle est rarement nationale, en fait. Elle est même rarement européenne. Et donc, en fait, là, c'est qu'est-ce qu'on fait ? De quelles règles ? Enfin, il y a un côté où, voilà, moi, avec d'autres dans mon village, on a créé une ressourcerie et tout. Et il y a un moment donné, alors, on est plein de bonne volonté, on y va à fond, on retrouve de l'autonomie, hein, on apprend à réparer son mixeur, enfin, tout ce genre de trucs. Et on a l'impression d'être une goutte d'eau dans l'océan, quoi. Donc, comment faire ?
Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et j'aimerais bien, voilà, si à la France Insoumise, on arrivait à travailler là-dessus, c'est comment créer, quelles règles on crée pour arrêter de produire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Et moi, c'est vraiment la grande question que je me pose. Je ne suis pas sûre, en fait, qu'il y ait de réponses comme ça. Voilà, de la même manière qu'il y a débat sur la brosse à dents électrique. Et je pense qu'on peut s'imaginer que surtout, il y a débat. En tout cas, pour moi, il y a quand même un principe de base. C'est qu'est-ce que ça va devenir ? Voilà. C'est la moindre des choses. Et aussi, avec quoi c'est fait et dans quelles conditions c'est fait. Parce que c'est quand même dur de se dire que les fringues qu'on porte, elles ont été faites par des enfants, avec des produits toxiques, ou que le téléphone ou la tablette qu'on a, ça a été fait par des matériaux où on sait qu'on a un horizon. Et ça, c'est pas, je veux dire, c'est pas les affreux gauchistos écolos de la France Insoumise qui le disent, c'est l'Union européenne, qu'on a 15 ans... On a 15 ans de ressources en coltan, en terre rare, enfin voilà tout ça, en trucs là. Oh, bon, les trucs chers. Rares et chers. Voilà, qui servent à des objets dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. Donc c'est quand même des vraies questions de comment on fait. Voilà, si aujourd'hui on arrête complètement d'importer des fringues du Bangladesh, je ne suis pas sûre que ça rende complètement service aux enfants du Bangladesh. Donc vraiment, c'est des questions complexes. Politiques, voilà, qui vont jusqu'à aussi... voilà, aujourd'hui, toutes ces terres rares, tous ces minerais, d'où on sait qu'il n'y en a plus pour très longtemps, ça sert à faire des armes. Je ne sais pas, on s'interroge peut-être, il y a peut-être moyen de s'interroger sur le monde, comment il va. Enfin, voilà, et donc, de vraiment, en partant de la pince à épiler lumineuse ou de la brosse à dents électrique ou de la tablette, on s'aperçoit qu'on parle de géopolitique, on s'aperçoit que... Et je trouve que c'est des questions où voilà, l'autonomie, c'est pas juste acheter d'occasion, faire ses éco-gestes ou acheter mieux ou être consommateur, c'est peut-être plus comment les citoyens, on va réussir à réfléchir à toutes ces questions et à se dire qu'est-ce qu'on donne comme mandat à nos députés, par exemple, pour essayer de faire des nouvelles lois ou en tout cas des règles pour la production, pour l'import. Les accords de libre-échange, voilà, les traités TAFTA, CETA, qu'est-ce qu'on y met dedans et comment on les combat? Parce que bon, il n'y a pas que le traité TAFTA, CETA, il y a tous les accords de libre-échange avec l'Asie et tout ça, qui, dedans, il y a des choses, c'est le dumping social, fiscal, voilà. Je pense que c'est hyper important là, ce que vient de dire Tiffaine, parce qu'il y a la question de la réappropriation de l'autonomie dont on parlait juste avant. Mais il y a aussi une question de sortir de cette société complètement irrationnelle où l'idéal de vie qu'on propose à des individus, ça serait un idéal de consommation à tout va, infini, et qui n'en finirait jamais. Il n'y a qu'à voir ce que disait encore le président lorsqu'il était candidat, dont le rêve d'un jeune serait d'être millionnaire, milliardaire. Enfin, ça devient complètement absurde. On marche sur la tête sur cette question-là. Et donc, en fait, la question des déchets, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que, comme dans d'autres questions, quand on parlait d'énergie, elle permet de reposer aussi le sens de ce qui est fait, de notre modèle économique et vers quelle société on veut aller aussi. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette question de la culpabilisation individuelle qui arrive toujours. Parce que c'est aussi une manière de détourner l'attention de nos changements de mode de production et de consommation. Et preuve s'il en est, il y avait une très bonne émission qui avait été faite qui montrait qu'il y avait des lobbyistes qui justement étaient payés pour mettre l'accent à fond sur le problème individuel, parce que oui, effectivement, on aura besoin, nos vies vont changer aussi, c'est sûr. Et heureusement, parce que vu comment des millions de personnes vivent dans notre pays aujourd'hui, heureusement que ça va changer. Mais c'est d'abord notre système économique qui doit changer. Et je ne sais pas si vous avez peut-être des chiffres plus récents, mais si on regarde sur, par exemple, les déchets, les premiers responsables, c'est quand même les industriels. En 2012, moi, le chiffre que j'avais, c'était 90% des déchets proviennent des activités économiques, 10% proviennent des ménages. Donc, il faut vraiment changer nos modes de production. Et que fait le gouvernement, comme d'habitude? Et c'est pour ça que la question des règles, elle est hyper importante. C'est que quand Brune Poirson, dont je vous parlais, donc ancienne Veolia, sort sa feuille d'économie circulaire, plein de ces mesures dans la feuille d'économie circulaire sont de l'information aux consommateurs en disant... Finalement, comme d'habitude, c'est ce qu'ils croient, le marché va régler la situation. C'est-à-dire que concrètement, ça va se gérer tout seul avec la main invisible, et puis d'un coup, ça va aller vers un système vertueux.
Sauf qu'on sait qu'on a besoin de règles pour imposer aux industriels des normes. Et ces normes, elles doivent être construites de manière démocratique. Et c'est ça la réflexion qui est importante aussi dans notre discussion, parce que du coup, ça amène aussi à dans quelle société on veut et comment on veut vivre ensemble, en fait. Et donc ça, c'est important. Nous, par exemple, une des batailles qu'on mène à l'Assemblée nationale ces derniers temps, c'est l'interdiction du plastique jetable. Parce que c'est quand même une aberration, ça. Parce que de plus en plus, on construit et on produit des objets qui ont une utilisation unique. Et qu'ensuite on jette, avec une notion sur le temps aussi qui, je pense, est importante. Mais sur la question des normes, moi, d'après ce que je vous entends dire, finalement, la question de la règle verte qu'on a beaucoup portée pendant la campagne, elle se décline ici aussi, hein, parce que au fond, cette règle verte, qui serait une règle, on imagine une règle constitutionnelle, qui permettrait finalement de donner une sorte d'étalon. Enfin, c'est un diapason, quoi. C'est un étalon à l'aune duquel toutes les autres normes doivent se conformer, donc y compris les normes de production, etc. Et d'ailleurs, quand on parle de la règle verte, donc ne pas produire plus que ce que la Terre peut reconstituer. On dit aussi ne pas produire plus de déchets que ce que la Terre peut absorber. C'est aussi une en fait, c'est une traduction normative d'une règle physique qu'on est en train d'éprouver là, sur le caractère fini de l'espace. Et, voilà. Et vraiment, pour le coup, quand Tiffaine parlait de la face cachée des déchets et de la manière dont on le gère avec une fuite en avant, c'est une manière de continuer le système vaille que vaille et voilà, et de jamais se poser sur la question fondamentale qui est celle-ci. C'est ça. À quoi ça sert qu'on fasse traverser des objets qui ont été faits ou de la nourriture qui a été faite dans n'importe quelle condition, des milliers et des milliers de kilomètres. Et je ne sais pas si j'en avais déjà parlé ici, mais moi, dans les traités de libre-échange, un qui me choque vraiment beaucoup, c'est celui en négociation avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, où concrètement, un des produits sur lesquels on est en discussion, c'est le lait. Or, on est en surproduction laitière en Europe. Les producteurs de lait n'arrivent pas à survivre, à vivre de leur travail, mais on va amener du lait de là-bas. Enfin, je veux dire, on est arrivé sur un système qui marche sur la tête, mais il faut le continuer à tout prix. Donc on trouve, à partir du problème, on invente des pseudo-solutions qui sont en fait le problème, et on continue comme ça cette fuite en avant. Alors, tu parlais de la feuille de route économie circulaire, donc qui est sortie, je pense, Nicolas Hulot était encore ministre, non ? Oui. C'est ça, et alors, elle est merveilleuse, cette feuille de route économie circulaire. C'est vraiment comment on dit là ? C'est vraiment un archétype. Non. Oui, enfin bon, bref. Vous avez compris ce que je voulais dire ? Oui. C'est fou, quoi. C'est merveilleux. En plus, vraiment, on aurait cru, ma conférence gesticulée, enfin, je sais pas, ils l'ont vu, ils se sont dit, tiens, ouais, voilà. Et alors, on va l'illustrer. Le baby cook, vraiment le truc vraiment dans le truc, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'équiper quand on attend un bébé ? Ne pas acheter un baby cook. Enfin, vraiment, c'est vraiment le truc qui sert à rien. C'est un truc pour cuire des légumes et les mixer. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, si un truc dont on peut se passer, c'est bien ça. Eh ben, c'est formidable. Il y a une entreprise française, mais le génie de l'industrie française, quoi, voilà, Baby Cook, ils vont faire des cuiseurs, mixeurs pour les bébés, là, mais que en matière recyclée. Et c'est formidable. Et donc, on va continuer à produire des objets inutiles, mais en matière recyclée. Enfin, voilà. Donc, avec la bonne conscience en plus. Avec la bonne conscience en plus. Mais vraiment, ça n'a aucune utilité. On va, formidable, les films plastiques là, étirables, enfin tous ces trucs-là, qui sont très durs à recycler. Pas parce que techniquement on ne sait pas les recycler, mais parce qu'en fait c'est très dur à collecter, c'est tout petit. Avant d'arriver à un tonnage qui intéresse le moindre industriel, c'est compliqué. Et donc bien souvent, en fait, c'est le genre de truc, quand c'est recyclé, ça va effectivement très très loin parce qu'il faut en avoir collecté énormément pour trouver... voilà. Et là,
il y a une entreprise française apparemment qui est prête à faire ça, à collecter ces films plastiques. Mais on ne s'est pas posé 2 secondes la question de ne pas produire ces films plastiques. Enfin, c'est fou, quoi. Et donc, le gouvernement va comme ça essayer de sauver les meubles du productivisme avec des trucs où il n'y a plus de pétrole. Enfin, il faut s'y faire. Alors après, ils nous disent, oui, mais non, il y a des plastiques compostables. Mais en fait, au bout d'un moment, ça sert à quoi de continuer à produire des trucs qui durent 10 minutes ? Enfin, ça sert à quoi ? Ça ne sert à rien. Pourquoi on ne met pas l'énergie à produire d'autres trucs mieux, qui servent plus longtemps, qui sont plus utiles, ou je ne sais pas. Alors, ma dernière grosse colère, voilà, j'ai écouté... Et on terminera là-dessus. Et on terminera là-dessus. Ah pardon, désolée. Ouais, vous me dites s'il faut que je ferme mes parenthèses, je fais. La grosse Mais colère, vraiment, dans le côté où on peut mettre l'énergie ailleurs, et vraiment... voilà, la proposition que, voilà, en tant que livret déchets, c'est moi. C'est toi, voilà, livret déchets. Voilà, s'il y a des groupes d'action qui veulent voilà, faire des réunions pour réfléchir à ça et qu'on compile ensuite toutes les propositions que feront tous les groupes partout en France, qu'on les mette sur un wiki en ligne pour que tout le monde puisse après continuer en ligne à aller alimenter le truc, c'est quelles règles, qu'est-ce qu'on produit, comment ou avec quelles normes, etc. Et vraiment se dire qu'il n'y a pas de fatalité à ça, quoi. Voilà, on peut progressivement faire étendre le droit parce que, encore une fois, la pince à épiler lumineuse, c'est avec nos impôts qu'elle est gérée. Et en fait, du coup, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire au début. Vous voulez pas me redire quand j'ai ouvert ma parenthèse ? Ma colère, ma putain de colère. Ma colère, c'était en fait, toute l'année, on a dit, ah vraiment, dans les maisons de retraite, les EHPAD, c'est dur. Les gens, ils ont que 10 minutes pour faire les... Et c'est pas humain, parce que pour faire les douches, les soins, etc., ils n'ont pas le temps de parler aux petits vieux dans les maisons de retraite, etc. Alors vraiment, c'est dur. Hein. Et puis, le réchauffement climatique, c'est vraiment un problème. Alors, on a eu des reportages toute l'année. Moi, j'écoute France Inter, hein, donc la radio. Toute l'année, on a eu droit à ça. Arrive le moment fatal de la canicule, où là, on dit, dans les maisons de retraite, on a trouvé la solution pour éviter la déshydratation des personnes âgées, le verre connecté. Voilà, on ne va pas évidemment embaucher des aides-soignantes, on va fabriquer des verres connectés, quoi. Voilà, donc pour faire un verre connecté, il faut des matériaux. On n'a plus ces matériaux, c'est un luxe, on ne peut pas se le permettre, alors qu'embaucher une aide-soignante, ça c'est pas du luxe, quoi. Voilà. Et donc c'est vraiment, quand tu dis on marche sur la tête, pour moi ça a été ça, quoi. C'était le moment où j'ai pété un câble en disant mais voilà, le verre connecté pour moi il sert à rien. Voilà, le verre connecté qui envoie un message dans le bureau de l'aide-soignante pour lui dire la petite dame là, elle n'a pas bu toute son eau, elle se déshydrate. Enfin c'est non, voilà. Je pense qu'il y a moyen que les citoyens interviennent pour arrêter ça. Oui, alors, ce sera pas le mot de la c'est fin, juste finalement. pour sur les réunions, s'ils veulent t'envoyer des propositions, ils te les envoient. À livrer. Il faudra mettre l'adresse mail. On mettra. Alors, d'ailleurs, ça me permet de conclure et de donner une indication et une sorte de mode d'emploi pour cette émission-là, parce que en fait, cette émission, eh bien, elle n'était pas en direct. Alors pour ceux qui regardent maintenant, je vends la mèche, en fait c'était tourné hier. Donc ça veut dire que vous n'avez pas pu poser de questions en direct. Mais vous avez peut-être vu l'émission néanmoins, qui aura suscité des commentaires. Et ces commentaires-là, vous pouvez évidemment les écrire dans le cadre de YouTube. Là, vous pouvez intervenir pendant ce temps et on répondra. D'ailleurs, Tiffaine, tu le feras. Hein. Je répondrai. Voilà, Tiffaine est d'accord pour lire les commentaires et y répondre. Et donc, si vous avez des questions, y compris très pratiques, sur comment on fait et est-ce que le livret, eh bien, on peut l'aider en quoi que ce soit, etc., eh bien, vous pourrez, au travers de votre commentaire, poser des questions et interpeller le livret. Voilà. Et puis également, de toute façon, eh bien, continuer à contribuer. Vous avez peut-être vu passer des appels à contribution sur divers sujets, mais la question environnementale, la question des déchets suppose, on l'a dit ici, des normes, et donc des normes, c'est-à-dire des décisions publiques qui relèvent de notre volonté. Et donc, dans ce début de débat qu'on est en train de stimuler au maximum, eh bien, on vous appelle, parce que c'est à nous de jouer, en fait. Voilà. Et donc, nous en resterons là. Et c'est ainsi que nous lançons cette semaine européenne de réduction des déchets qui commence demain. Merci à toutes
et à tous d'avoir participé à cette émission. Et merci aux équipes qui nous regardent au travers des vitres diverses. Voilà, bonne soirée.